Bonjour les toqués du Tic Tac, on est à Genève, on est venu pour les Watch and Wonders. Et là, aujourd'hui, c'est la veille. Et la veille, c'est quoi? Le moment de vous présenter une exclusivité mondiale, incroyable, un record du monde chez Bulgari. Il est là. Vous avez compris? On y va. Bon, vous nous avez vus dans le showroom de Bulgari. On a marché, on est arrivé sur une pièce exceptionnelle. Et là, toc, on s'arrête, on arrive là, sur un homme exceptionnel. Bon, ça va, il est bien mon lancement? Pas mal, voilà. C'est pas mal. Antoine Pin, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, évidemment, le patron de toute l'horloge chez Bulgari, et qui va nous parler d'un record du monde. Je suis tenté de dire encore un, c'est le combienième? Écoute, 8e ou 9e? Ceux qu'on considère, c'est le 9e. 9e. 9 records du monde. Ouais, le mec, il fait mieux que tous les athlètes des Jeux Olympiques. Sauf Bubka. Bubka, il a fait combien de... Ouais, il en a fait une vingtaine, je pense. Bon, d'accord. Moi, j'y connais rien avec Bubka. Et comme il était au centimètre près, nous, on est au millimètre. C'est un peu... Ah, on pourrait peut-être faire une série limitée Bubka. Une série limitée Bubka, voilà. Bon, voilà. L'autre, il balance des trucs, mais voilà, c'est Antoine. Record du monde de finesse. Alors, les amis, je prends la bête en platine. C'est celle-là, le record du monde? Non. Ah! C'est pas celle-là, le record du monde, c'est laquelle? C'est la voisine. Ah! Mais là... Nos records du monde, ils sont toujours en titane. Ah, d'accord. Donc, les records du monde, c'est toujours du titane. Toujours du mais titane. là, c'est quasi le même calibre. Alors, en tout cas, visuellement, c'est le même. Oui, mais c'est pas le même. Ah, explique. Alors, quand on a lancé le premier produit, il y a 2 ans, en fait, on s'est dit à l'époque, c'était une plateforme. Et on voit vraiment ça comme une plateforme de réflexion. On l'avait appelé un peu un laboratoire. C'est une pièce qui répondait exactement à nos attentes, qu'on a commercialisée, qui est portée, dont je sais qu'elle est portée par les clients. Et ça, c'est un vrai sujet de satisfaction. C'est pas une pièce de musée, c'est vraiment une pièce utilisée. Mais au-delà de cette première étape, on savait qu'on avait plein de choses à faire. Alors, on avait des idées sur l'habillage, et c'est la pièce que tu portes en platine, là, qui a un développement esthétique sur la base de ce premier modèle. Rappelons quand même pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne savent pas combien faisait d'épaisseur celle-ci. Donc celle-ci, elle faisait 1,80. D'accord. Et celle-ci, elle fait 1,8 mm. Mais en platine. En platine. Donc là, par exemple, et ça c'est quand même quelque chose d'un peu technicien, mais ça mérite d'être abordé, le bracelet était en titane. On avait beaucoup de mal à faire un bracelet d'1,8 mm d'épaisseur en titane. 1,8 le maillot? C'était compliqué. C'était très compliqué. Mais en platine, c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire. C'est pas le même matériau du tout. Le titane, c'est très dur. Le platine, c'est très mou. Donc, en fait, pas les mêmes usinages. Pas du tout les mêmes usinages. Et en fait, c'est ne serait-ce que de proposer un produit qui prend plus des codes horlogers, parce que tu vois, c'est un produit, encore une fois, qui utilise des matériaux précieux, parce qu'on veut vraiment créer ce modèle dans la grande tradition de la haute horlogerie. Et donc, c'était très important pour moi qu'on arrive avec d'autres matériaux que le titane, même si, encore pour une fois, pour nous, le titane est très symbolique. Octo Finissimo existe en or aussi, dans un or, tu sais, dans un or avec la couleur très particulière, oui. Ni rose, ni... Absolument. Tu vois, c'est on a un pastel, presque pastel, exactement. Qui est sublimissime. Absolument, mais qu'on traite d'ailleurs, qu'on traite en le sablant, qu'on traite différemment. Donc on aime beaucoup travailler les matières. Donc ça, c'était un point important. Et ça a été un vrai développement. Mais en parallèlement à ça, on s'est dit que ce nouveau calibre, qui était une nouvelle construction, qui était vraiment... Une évolution, mais c'était une évolution, c'était un aboutissement au fond, parce qu'on battait le record, etc. Mais c'était aussi une nouvelle plateforme. Je peux te couper ou pas? Ouais, vas-y. Je ne souhaite pas que tu parles d'aboutissement. Bah non. Justement. Parce que ton aboutissement, à chaque fois que tu dis ça, voilà, c'est l'aboutissement, et à chaque fois que tu bats les trucs. Mais c'est ça. Donc tu mens à notre public, chéri. Non, je me mens à moi-même. Oui. Ok, et je me motive moi-même, on se motive. Et puis, tes équipes, après, elles disent « Ah, ça y est, il parle encore d'aboutissement. » On a des petits camarades qui nous poussent à aller plus loin, et c'est ça qui est amusant aussi. Mais on savait dès le départ qu'en fait, effectivement, c'était une nouvelle plateforme. C'est comme si tu ouvrais un nouveau chapitre. Parce qu'en fait, tu as un calibre qui peut te permettre de faire beaucoup de choses. Et on s'était rendu compte que les premiers modèles qu'on avait faits étaient assez précis. Et avaient une très bonne performance chronométrique. Ça veut dire qu'on n'est pas à la recherche de la finesse absolue au détriment de la chronométrie. Non. Parce que vous restez des horlogers. Et un mouvement horloger, ça doit être précis. Et si tu veux, c'était vraiment un cahier des charges de la première Octo Finissimo Ultra. C'est-à-dire qu'on avait un produit qui était extrêmement fin, mais portable. C'est-à-dire fonctionnellement efficace, donc donnons-leur précisément, et puis résistant. Donc ces produits, ce sont des produits qui sont homologués, qui suivent les tests d'homologation de la haute horlogerie, de tous nos autres produits de haute horlogerie. Est-ce que tu peux rappeler quelle est l'épaisseur du verre saphir? Alors l'épaisseur du verre saphir sur ce modèle-ci,
est de 0,3 mm. Donc vous vous rendez compte, 0,3 mm, ça veut dire que tout est pensé pour que, en appuyant dessus, évidemment, ça ne puisse pas toucher les aiguilles. Absolument. Ou ça ne puisse pas... Parce que vous imaginez la finesse du truc. Donc à peine on touche dessus, hop, ça peut se courber. Et maintenant, tout est imaginé et étagé pour. Mais pourquoi tu dis sur celui-ci? Alors, parce qu'on est sur ce nouveau modèle que nous lançons cette année en titane, donc qui est un record du monde. Celui qui est record du monde, qui fait combien? 1,7 mm. 1,7 mm. Je rappelle que le record était détenu avant par la Richard Mille Ferrari, hein, avec 1,75 mm. On a vraiment l'impression que c'est une course à la finesse, sauf que là, et là je sais puisque je connais le nom de la montre, il y a le COSC. Ouais, on ne voulait pas simplement travailler à, entre guillemets, je ne veux pas péjorer le travail qui a été fait, mais à raboter un peu la pièce. On voulait aller beaucoup plus loin. On voulait continuer sur cette réflexion de une nouvelle plateforme horlogère, comment est-ce qu'on l'amène plus loin? Et donc l'idée, c'était de faire un chronomètre, donc c'est-à-dire une pièce certifiée par le certificat officiel de chronométrie suisse sur son niveau de précision. On voulait un produit qui soit à la fois, qui casse un record en termes de finesse, mais qui aussi réponde aux plus hautes exigences de précision dans le temps d'un produit horloger. Il faut savoir que le COSC, c'est le Graal horloger en termes de précision. Hein. Bon, on peut toujours aller plus loin. Il y en a d'autres, hein. C'est vrai qu'on sait que Rolex fait moins 2 plus 2. Voilà. Il y a même certains qui font 0 plus 4. Voilà. Enfin, il y a plein. Mais le COSC, c'est vraiment le juge de paix. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on ne veut jamais avancer dans cette réflexion de finesse au détriment de la base, de ce qu'on est. On produit, il y a une figure imposée, c'est l'horlogerie. Et après, on travaille autour. Et ça, c'était super important pour aller de l'avant. Et on s'est dit, on a une super plateforme et elle est bonne, donc on peut le faire. Simplement, c'est justement pas si simple. Ah bah j'imagine. Mais ça veut dire qu'entre l'ex-record du monde, qui quelque part est un peu banal, maintenant on peut le dire quand on voit ça, mais vous vous rendez pas compte déjà de la technicité de ce truc-là? Oui, bien sûr, c'est une blague. Vous avez changé quoi? Vous avez remodélisé, vous avez changé votre façon de penser? Justement, on n'a pas remodélisé. On a modifié, on a amélioré. Parce que à chaque fois que tu remets le travail sur le métier, tu affines tes calculs, tu affines aussi surtout ton usinage, c'est-à-dire la précision de la construction de tes pièces. Mais est-ce que c'est la technologie de l'outil qui a permis ça? Oui. C'est beaucoup de technologies, c'est beaucoup d'utilisation de microscopes qui vont très très loin dans le détail, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment au micron, on travaille au micron. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tu usines des composants. La machine elle-même n'est pas toujours aussi précise à chaque fois que tu fais un composant. Donc, tu usines un lot de composants, tu vas usiner, on va dire, 100 composants, et puis tu vas faire un tri. Tu vas faire un tri sur les composants qui peuvent répondre aux exigences de gabarit définies dans ton équation mathématique. On travaille au départ avec des ordinateurs, de la conception assistée par ordinateur. Et puis, en fait, tu vas dire, voilà, j'ai une marge, j'ai un gabarit moyen, et tant que je passe dans ce gabarit, ça passe. En fait, quand tu veux faire une montre certifiée chronomètre, tu vas être encore plus précis qu'une montre standard. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce lot, et alors que dans un lot normal de composants, donc je te rappelle, il y a 120 composants dans nos montres là, tu vas en prendre 10. Pour faire le COSC, tu vas peut-être en prendre 3, qui sont encore plus précisément définis. Tu vas au-delà de la machine? En fait, c'est l'œil humain qui sélectionne? Non, c'est le microscope qui sélectionne les produits qui sont le plus proche de la conception définie sur les plans. Ça veut dire que tu as des caméras à haute définition? Super haute définition. Et puis tu dis, non, ça c'est prêt, mais à 1 micron près, c'est pas au niveau de précision qu'on souhaite atteindre. Au micro près, tu dis, non, celle-là... Ouais, celle-là, elle est pas possible pour faire un mouvement COSC, pour faire le BVL 187. C'est pas possible. Celle-là, elle n'est pas assez bien finie. 180C comme COSC. D'accord. Voilà. Donc, c'est un travail d'hyper-sélection. Tu es déjà dans un travail extraordinaire sur la pièce standard. Quand on fait le COSC, on va encore un pas plus loin. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on revient aux sources du métier de l'horloger qui était l'assembleur final qui récupérait les composants de ses fournisseurs et qui lui aussi faisait un tri. Mais il le faisait à l'œil nu. Avant ensuite d'utiliser des loupes, et puis, etc., de progressivement améliorer la finition de ces composants. Nous, on le fait, mais sauf qu'on le fait au microscope. Mais dans le grand art de l'horlogerie,
quand on parle d'anglage, de polissage, etc., c'est aussi pour éliminer les petits défauts des pièces à l'origine, pour qu'elles soient plus faciles à assembler et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Mais en fait, si tu veux, on ne fait que pousser l'esprit de la haute horlogerie un pas plus loin, le mettre au goût du jour de la modernité aujourd'hui. Sans vouloir dévoiler trop de choses. Mais si, il faut dévoiler les choses. Il faut dévoiler les choses. Non, je parle déjà trop, je ne dévoilerai pas. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va effectivement de plus en plus loin dans l'utilisation d'outils extraordinairement précis. Et effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller trouver des machines qui vont aussi précisément dans les définitions de texture, de finition, d'angle précisément de pignon ou de pièces. Est-ce à dire que vous participez, ou ton service recherche et développement travaille avec les fabricants de machines pour exiger on va dire, des standards encore plus élevés? On exprime des standards élevés. Ouais. On dit on a besoin d'aller à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a des fournisseurs qui nous disent j'y arrive pas, et donc qui repartent dans la cave pour repenser leurs propres outils. Et puis on va chercher des fournisseurs dans d'autres. Honnêtement, on a une zone de recherche de prestataires qui s'élargit au fur et à mesure, parce que, aussi bien en termes de métier qu'en termes de géographie, parce qu'il faut aller chercher des gens qui vont dans ce degré de précision. Pour revenir sur cette montre et sur le calibre, quelles sont les différences avec celui-ci? Déjà, j'ai vu que sur le Rocher, le QR code ne s'y trouvait pas. Oui. Encore une fois, je reviens au message initial. On avait présenté la première Octo Finissimo Ultra comme un vrai laboratoire. Un vrai laboratoire sur plusieurs aspects. Et on avait mis un QR code sur le Rocher pour créer un environnement digital autour du produit. Certaines personnes ont imaginé que c'était peut-être un coût en rapport avec ce qui se faisait à l'époque sur la technologie, etc. Oui, avec les NFT et tout ça. Avec les NFT, d'accord. En fait, évidemment, l'inspiration était là. En revanche, on ne fait jamais des choses gratuitement. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'était de se dire, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'expérience de ta montre, tu la déploies sur une nouvelle dimension, qui est la dimension digitale. Et ta montre, elle porte elle-même un monde, en fait. Et un monde qui peut être un peu ésotérique, qui peut être très technique, qui peut être cette création d'art qu'on avait faite, mais qui peut être aussi l'interview, le making-of, des images, plein d'histoires que toi-même tu peux raconter quand tu portes la montre à tes amis. Et bien ça, on l'a gardé. Et aujourd'hui, ce système, ce QR code s'est transformé dans un autre système d'identification de produit qu'on appelle un data matrix, qui est un mini QR code que tu trouves en fait au dos de toutes nos montres, y compris effectivement les nouvelles Octo Finissimo Ultra. D'accord. Et quand tu scannes avec l'aide d'une application ces micro-codes, en quelque sorte. Voilà, ces micro-codes. Eh bien, tu as accès effectivement à une forme de passeport produit. Alors moi, j'aime pas ce terme passeport parce que ça a un côté autorisation. Non, mais pas du tout l'idée. Des accès à des informations. Voilà. Puis concernant aussi l'authenticité. Alors, pas l'authenticité parce que c'est un point complexe qu'on veut être sûr de pouvoir garantir, mais tu imagines bien qu'on y travaille. Mais aujourd'hui, tu trouveras sur ce data matrix effectivement ton manuel utilisateur. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir le papier. Peut-être même la 3D pour entrer dans ton mouvement, une vidéo, des choses comme ça. Tu peux tout avoir. Et on travaille aujourd'hui à enrichir cette expérience digitale qui ne fait que compléter le plaisir que tu as de porter la montre. Alors, on y met aussi un certain nombre d'éléments. Je te parle du manuel utilisateur, mais on met aussi par exemple la garantie. La garantie que tu avais sous un papier. Et puis évidemment, quand on a besoin, tu ne sais plus où il est. En fait, ta garantie, il suffit de scanner le QR code de dos, elle est remplie, elle est connectée directement à nos systèmes. Et donc, en fait, la montre porte elle-même sa propre garantie. Donc, cette recherche de la pièce parfaite, donc ça limite forcément le nombre d'exemplaires. Parce que tu ne dois pas avoir des pièces parfaites qui sortent tout le long. Si tu veux, on a la malédiction du talent des gens chez nous. On a la chance d'avoir des gens super inventifs, des gens super créatifs. Tu passes suffisamment de temps avec Fabrizio pour en savoir quelque chose. Mais on a les mêmes au niveau du calibre. On sait qu'on est dans un mode de réflexion continu. Donc, en fait, on préfère restreindre nos volumes sur des séries limitées. Alors là, c'est des séries limitées. Ce sont 2 séries limitées de 20 pièces, parce qu'il y aura d'autres choses après. Pas les mêmes. Donc, on crée toujours une étape, un milestone. Et puis, donc, ces pièces, elles sont très, très symboliques et très fortes de toute une histoire. Je pense qu'aujourd'hui, avec
avec, voilà, avec nos concurrents, mais moi je trouve que c'est presque des partners in crime, quoi, tu vois, que ce soit Piaget ou Richard Mille. Ben, on constitue une forme de chapitre. Je rajouterais même un Audemars qui travaille. On parle d'un record du monde pour Piaget sur le salon. Hein. Oui, absolument. Donc si tu veux, moi je pense qu'on est en train d'écrire un chapitre très intéressant sur toute cette recherche de micromécanique. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer à quel point l'horlogerie peut être très moderne. Et on travaille ensemble. Et je pense que ces produits font partie des pièces un peu héritage du futur, en fait. Parce qu'on est en train d'écrire un chapitre. Et d'ouvrir des nouvelles voies. Et d'ouvrir des nouvelles voies. Pour revenir un petit peu sur le côté technique, quel est le poids de la titane? 42 grammes. 42 grammes, celle-ci évidemment pèse beaucoup plus. Oui. Tu sais combien? Non. Très bien. Donc vous l'aurez évidemment en lisant l'article, ainsi que les prix. Ah, c'est intéressant pour le prix. Ouais. Alors j'ai entendu dire qu'elles étaient quasiment au même prix. Oui, absolument. Alors, est-ce que c'est parce que celle-ci en platine, évidemment le platine c'est cher et il y a des difficultés que tu as rencontrées. Et est-ce que celle-ci est arrivée presque au même prix parce qu'il y a le COSC? Absolument. C'est ce fameux travail de sélection, de mise de côté d'un certain nombre de composants, parce que tu vas tellement précisément dans le choix, dans la sélection des composants, bah ça nous coûte très très cher, parce qu'on met beaucoup de pièces de côté. Bon, il l'a dit, il y a un nouveau champ des possibles qui est ouvert. Ils ont travaillé sur des nouvelles techniques. Donc il y aura d'autres records du monde. Évidemment, vous pensez bien qu'on ne les aura pas aujourd'hui. Mais en tout cas, félicitations aux équipes. Merci. Ouais, c'est le plaisir de travailler dans cette maison. Il y a des gens tellement incroyables. Et au quotidien, ils ont un enthousiasme qui nous porte. C'est génial. Ils sont top. Un concurrent sérieux pour la montre de l'année 2024. Ah, pourquoi pas. Hein? On ne sait jamais. Ça me plairait. Bon, en tout cas, merci. Et tout ce que vous avez voulu savoir techniquement que vous n'avez pas su, là, vous l'avez évidemment dans l'article de MyWatch. Merci Antoine. Bravo aux équipes. C'est absolument dingo. C'est ce qui nous plaît. Allez, à tout à l'heure.